Les institutions européennes sont originales et apparaissent fort complexes, tant dans leurs compétences respectives que dans leur fonctionnement. Ce ne sont pas en effet des institutions d'un État au sens habituel, tel qu'il s'est construit à partir du XVIIIe siècle en Europe, avec une claire distinction et une séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Dans les institutions européennes, ces trois fonctions se chevauchent et s'articulent plus ou moins bien. Comme on a pu le voir, les institutions européennes relèvent dans leur construction historique des 70 dernières années de logiques spécifiques qui continuent à caractériser ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. L'intérêt commun est sans cesse à actualiser, compléter, redéfinir. Le principe de subsidiarité est au cœur de la construction européenne. Il consiste à faire ensemble, ici entre les États membres de l'Union européenne, ce qu'il est mieux à faire ensemble que chacun agissant séparément. En même temps, on ne fait à cet échelon supranational que ce qui apporte une réelle valeur ajoutée. C'est une démarche pragmatique qui ne consiste pas à construire un nouvel État, mais à déléguer une part de la souveraineté traditionnelle de chacun des États membres, à communautariser lorsque cela est à l'avantage de chacun et de tous. Le principe de subsidiarité doit sans cesse être remis sur le métier, tant il ne repose pas sur des recettes, mais sur l'examen avantages, inconvénients, au cas par cas, de ce qui doit relever de l'UE ou de chacun des États. Ce principe est d'autant plus une boussole qu'il repose sur le fait qu'aujourd'hui, dans le plus grand nombre de domaines d'action publique, existe une compétence partagée entre les États membres et l'Union européenne. Celle-ci a très peu de compétences exclusives pour lesquelles seule l'UE peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, en particulier la politique monétaire pour les États membres, dont la monnaie est l'euro, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique commerciale commune et l'union douanière. Dans tous les autres domaines, le principe de subsidiarité est la référence. Cette démarche inédite s'est traduite de manière pragmatique, non dans l'édification d'un super-État qui viendrait remplacer ou chapeauter les États membres, mais dans la recherche d'outils adaptés aux objectifs définis. L'Union européenne n'est ni une fédération ou une confédération, ni une organisation internationale, mais plutôt une autorité publique de type nouveau, une sorte d'union d'États-nations. L'Union européenne et les institutions reposent sur les principes donc de subsidiarité et de proportionnalité. On fait ensemble ce qui est plus efficace que séparément, mais on ne fait ensemble que ce qui est proportionné aux objectifs sur des démarches de dialogue et d'échange, de recherche, de compromis et de consensus, et non sur des mécanismes de décision à la majorité dans lesquels la minorité reconnaît le fait majoritaire comme légitime et accepte de s'y soumettre, plus généralement sur la mise en œuvre de coopération et de coordination davantage que sur le respect de règles et de contraintes, même si celles-ci sont nécessaires dans certains domaines. Les institutions européennes visent à conjuguer l'unité de ce que l'on veut faire ensemble, de la manière de le faire, et la diversité des histoires, traditions, institutions nationales, régionales et locales. Elles relèvent d'un partage des compétences et des pouvoirs, de la recherche d'équilibre et de coopération évolutif, tant entre les niveaux, du local territorial au niveau européen, que l'on peut qualifier de multiniveau, qu'entre les institutions elles-mêmes. Pour faire émerger l'intérêt commun, ou l'intérêt général, aux États membres de l'Union européenne, qui soient complémentaires des intérêts nationaux, il n'est pas d'autre méthode que de partir de la diversité des situations, des besoins, des attentes, en organisant leur expression systématique et leur confrontation, afin de définir d'une part ce qui est et peut être commun, d'autre part ce qu'il est avantageux pour tous de faire ensemble plutôt que séparément. La construction européenne ne repose pas sur la loi de la majorité, mais sur celle de l'unanimité pour les traités,
qui définissent ce que les États décident de faire ensemble et comment ils le font, et sur celle de la négociation, du compromis, du consensus, d'une sorte de bargaining permanent entre les principaux acteurs dans lequel les représentants des États membres jouent un rôle essentiel. À la lumière de ces logiques, nous pouvons comprendre les pouvoirs des différentes institutions. Je vous invite donc à suivre les séances 2 et 3 qui seront consacrées. Ce premier aperçu des institutions européennes, au travers de leur construction historique et d'un exemple de leur fonctionnement, nous permet d'appréhender leurs spécificités. Mais il nous faut mieux connaître chacune de ces institutions, leurs fonctions, organisation et fonctionnement. C'est l'objet des 2 prochaines séances.